Jane Evelyn Atwood. Complice et compatissante, curieuse et concentrée sur ses sujets, saisissant d'instinct le moment qui s'imprime, l'émotion qui s'exprime, un regard généreux qui transforme la vie en art, le résultat d'un long parcours. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'Eduardo Manet, en préface de votre livre Extérieur nu. Et ça dit tout. Je suis ravie de pouvoir vous honorer ce soir pour célébrer une œuvre exceptionnelle, construite patiemment pendant 50 ans. Pour l'éternelle amoureuse de Paris que vous êtes, je sais que vous avez un peu le trac ce soir et vous avez tous la même émotion. Et je suis ravie que vous soyez si bien entourés. Vos photographies, empathiques et profondément humaines, sont à votre image. Celle d'une femme qui, toujours, a tenu à s'approcher au plus près de la réalité de ses sujets pour en capter toute l'humanité. Quand on contemple vos clichés, on a l'impression d'investir une histoire. Capturant ces instantanés de personnes marginales, les prostituées de la rue des Lombards et des bars de Pigalle, aux habitants d'Haïti, en passant par les personnes atteintes du sida, vous avez donné une voix à ceux que l'on n'entend pas, ou pas assez, un visage à ceux que l'on ne voit pas, ou pas assez. Tout au long de votre parcours, votre ambition n'a jamais été de simplement rendre compte de la réalité, mais davantage d'en modifier le cours des choses. Vous êtes une photographe qui transcende les frontières de l'image figée. Vous nous offrez des moments de vie d'une rare intensité, des fragments d'âme qui nous bousculent, qui nous chahutent. C'est pour ça que je tenais à vous remettre cette décoration. Tout commence grâce à l'immense photographe américaine Diane Arbus, que vous êtes venue à la photographie grâce à elle. Vous vous souvenez très bien, je crois, d'être allé voir ces images avec votre sœur et d'en être sorti totalement bouleversé. Merci aussi à votre sœur, et pas que à Diane Arbus. Ces photos de femmes et d'hommes que vous aviez aperçues ne vous ont plus jamais quitté. Après des études dans le Tennessee, l'Illinois et le Massachusetts, vous posez définitivement vos valises à Paris. Lucky Us, en 1971. Pour gagner votre vie, vous travaillez un temps pour le ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones. Oui, ça a existé. Un emploi qui vous permet de partir la nuit tombée à la conquête de la ville. Et c'est dans les quartiers animés, à Pigalle et dans la rue des Lombards, que votre chemin croise celui de Roselyne, une prostituée surnommée Blondine. Curieuse à l'idée de découvrir un monde secret et de rencontrer ceux et celles qui le peuplent, vous décidez, sur un coup de tête et sans rien connaître des techniques photographiques, de vous acheter votre premier appareil, un Nicormat. Vous trouvez les prostituées belles et incroyables, et ce n'est pas la décrépitude des lieux qui allait vous arrêter. Ni l'odeur, ni la saleté, ni les traces de cigarettes écrasées sur les murs ne vous détournent de votre objectif. Documenter ce microcosme. Avec Blondine, vous construisez une relation de confiance partagée. Et peu à peu, elle vous ouvre les portes de cet univers habituellement fermé. Bien évidemment, vous avez un peu peur, vous êtes impressionné. Mais aussi et surtout, vous êtes passionné par ce projet. Vous êtes là où vous voulez être, au cœur des interdits, des tabous. C'est dans la rue des Lombards, sur les pas des portes d'immeubles de passe, dans les couloirs serrés et crasseux, que vous apprenez les bases de ce qu'allait devenir votre métier. Il n'y a pas assez de lumière? Tant pis. Vous jouez avec les effets d'ombre. La photographie est floue, tant mieux, ça donnera une impression de mouvement et de fluidité. Voici quelques-unes des pensées que vous deviez avoir sur le moment. Car pour vous, pas d'école de photographie, ni même de formation théorique. Vous avez tout appris sur le tas, et votre école à vous s'appelle la rue des Lombards. Plus qu'un projet photographique décisif dans votre carrière, c'est aussi une véritable leçon de vie. Vous y apprenez beaucoup sur la nature humaine, les rapports entre les hommes et les femmes, l'argent et le manque d'argent, le pouvoir et l'absence de pouvoir. Comme vous le confiez vous-même,
Au moment où j'ai réalisé mes premières photos de la rue des Lombards, je suivais des cours de développement et de tirage à l'American Center. Là, quand j'ai vu pour la première fois l'image apparaître dans le bain, je me suis sentie tout de suite accro. C'est à cette période que vous apprenez à vous rapprocher au plus près de vos sujets, condition essentielle pour pouvoir saisir à vos yeux toute l'humanité. Si vous suivez votre instinct, vous savez quand il faut s'arrêter, parce qu'il faut aussi savoir s'arrêter parfois. En travaillant avec respect, empathie et en refusant les images superficielles, vous réussissez à vous intégrer pour livrer un magnifique corpus de photographies brutes, rêches, directes et sans fioritures. Votre premier projet, Rue des Lombards, fait date et devient alors emblématique de votre style photographique qui met en lumière ces mondes cachés et rejetés dans les bas-fonds de la société. Si vos sujets évoluent au fil des années, votre ambition demeure la même, donner une voix aux invisibles. C'est ainsi qu'après votre première série consacrée aux prostituées parisiennes, vous poursuivez votre carrière en photographiant de jeunes enfants aveugles, consacrant 10 ans de votre vie à ce projet, poussant les portes d'institutions en France, en Australie, au Japon, en Israël, aux États-Unis. Ce long et méticuleux travail sera couronné par le prix W. Eugene Smith, une première étape vers votre renommée. C'est pour leur rendre leur humanité que vous avez tenu à les photographier, après avoir tristement constaté le mépris et la condescendance d'une majeure partie de la population à leurs égards. Dans cette optique de montrer la souffrance des hommes, vous avez conduit une série qui vous a mené à entrer dans les prisons réservées aux femmes. Vous plongez alors dans un monde hors norme, composé à 90% de femmes emprisonnées pour des délits non violents, des chèques sans provision, des vols, des fausses cartes de crédit, des reventes de stupéfiants. Une fois encore, vous y investissez pleinement, en passant plus de 10 ans à arpenter les couloirs froids, les réfectoires déshumanisés, les cellules. Vous devenez réellement, là, je pense, militante. Et vous dites, quand je sortais de prison, je me disais, il faut parler de ça. On n'avait pas non plus de visage de femme en prison. C'est vrai que ça n'existait pas. Nous y voyons, grâce à vous, des portraits terriblement poignants, des clichés pris dans les parloirs où des condamnés s'enlacent. Tout y est, l'environnement sombre et oppressant, le cadre resserré et en même temps, comme par enchantement, un éclair de beauté. Même dans les situations les plus désespérées, il y a matière à espérer. En tout cas, c'est ce que je ressens en voyant vos photographies. Cette leçon prend tout son sens lorsque vous faites le portrait de Jean-Louis, atteint du sida. Publié dans Paris Match, cette photo est la première dans toute l'Europe à mettre un nom, un visage sur l'épidémie qui sévit alors. Fidèle à vos engagements, cela constituait pour vous un travail d'utilité publique. Les médias et l'ensemble de la société considérant à ce moment-là ce sujet comme totalement tabou. Dans le cadre d'une exposition qui vous était consacrée, vous avez notamment partagé la lettre d'une lycéenne de 17 ans qui a découvert, grâce à ce reportage, l'existence de cette maladie et en a informé son lycée. Voilà par exemple un exemple qui montre que l'art, et a fortiori la photographie, peuvent véritablement changer les choses. Vos photographies ne sont pas seulement des images, ce sont des fragments d'histoire. Elles sont des témoignages visuels qui documentent notre société. Que l'on pense à votre série consacrée aux dégâts des mines antipersonnelles au Darfour ou à celle dédiée à la pauvreté dans les rues de Paris. Vos images sont une part de notre mémoire collective. Les 10 prix que vous avez remportés pour vos œuvres, et je n'ai pas le temps de les citer tous, tout comme les nombreuses expositions, là aussi je n'ai pas le temps de les citer toutes, donc plusieurs rétrospectives qui vous ont été consacrées, témoignent de la puissance, de l'étendue de votre talent. En vous célébrant ce soir, chère Jane Evelyn Atwood, nous célébrons non seulement une artiste exceptionnelle, mais aussi le potentiel infini de l'art à transformer notre compréhension du monde et à nous faire sentir notre humanité commune. Car dans chacune de vos photographies, il n'est pas tant question des sujets que vous photographiez que du regard que nous portons sur eux. Chaque cliché révèle un fragment au fond de notre propre histoire. Vous avez donné tout votre temps
toute votre énergie à la photographie, qui en retour vous a offert des moments de vie et des émotions inoubliables. Comme vous le racontez, vous avez dit, la photo m'a tout donné, ma vie, les rencontres, ces mondes, toute cette humanité m'a mise en équilibre car je suis très privilégiée. Quand vous rencontrez les gens dans une réelle détresse, tout devient relatif. J'ai pu voir l'immensité de cette planète dans toutes ses contradictions. J'aime beaucoup cette phrase. Merci d'avoir su nous transmettre l'immensité, les contradictions et la beauté dans toutes vos images. Chère Jane Evelyn Atwood, pour votre manière si singulière de nous projeter un instant dans la vie de vos sujets, en votre engagement en faveur des personnes en marge de la société. Et plus largement, pour couronner votre remarquable carrière, votre attachement à la France et l'attachement de la France à tout ce que vous représentez. Je suis très heureuse de vous remettre ce soir les insignes d'officière, je féminise exprès, de l'Ordre des Arts et des Lettres. Dix années passées en prison pour photographier, bien entendu. Et surtout après la publication en 2000 de mon livre Trop de peine, femmes en prison, le ministère de la Justice ne m'a pas beaucoup aimé. Je suis très contente aujourd'hui que le ministère de la Culture ne semble pas être de cet avis. Quand je suis arrivée en France en 1971, je n'étais pas d'être photographe et je ne rêvais pas d'être photographe. En fait, je n'ai jamais rêvé d'être photographe. Je suis fascinée par les gens et par les conditions humaines, notre façon de nous adapter, de vivre nos vies. J'étais toujours intéressée par les mondes clos, les mondes fermés, les gens qui vivent à l'écart et qui sont différents de nous de manière radicale. Je veux savoir comment ils se débrouillent. Mais même si j'ai toujours photographié des personnes qui pourraient nous paraître un peu étranges, j'essaie de ne pas souligner cette étrangeté dans les photos. Je cherche, au contraire, à montrer les sujets comme les êtres humains qu'ils sont. Je les photographie afin de les aborder et de les comprendre. C'est vrai que je suis venue en France à cause d'un homme, mon père, qui avait instillé en nous son amour de la France. Il adorait la France, il parlait français couramment. Il a travaillé pendant un an en 1968 avec les scientifiques français du CNRS à Gif-sur-Yvette. Je suis venue visiter mes parents à Noël et j'ai découvert Paris pour la première fois. Quand on prenait des taxis, je me souviens, mon père interdisait à ma mère et moi de parler anglais parce qu'il ne voulait pas que les chauffeurs sachent que nous n'étions pas françaises. Je suis tombée amoureuse de Paris et je me suis jurée de revenir après avoir fini mes études. J'avais 23 ans quand je suis revenue en Europe. Installée à Paris, je ne parlais pas français. J'étais jeune fille au père et inscrite à l'Alliance française. 4 années plus tard, j'ai acheté un premier appareil photo. Je cherchais des sujets qui sortaient de l'ordinaire. Comme Madame la ministre a dit, ma seule référence était Diane Arbus. Ces gens étaient les gens, mais je ne savais pas comment les trouver. J'ai commencé à aller dans les vernissages tous les mardis soirs à la recherche des gens intéressants. J'ai rencontré des gens terriblement ennuyeux. Et lorsqu'une personne m'a dit qu'elle connaissait une prostituée, je lui ai demandé de me présenter à elle. J'avais vu les femmes dans la rue, habillées comme des stars, chuchotant aux hommes qui passaient. Tout en elles me fascinait. Leurs vêtements, leurs coiffures et leurs bijoux, les regards qu'elles jetaient aux passants.
Pourquoi elle faisait ça? Comment faisait-elle? Comment était-elle capable de le faire? Nous sommes allés dans une des plus anciennes rues chaudes de Paris et dépassant les hommes qui traînaient devant la porte, nous sommes entrés directement dans l'immeuble. J'étais très jeune et j'avais peur, mais pas trop peur. L'entrée était miteuse avec des murs rayés de face, un sol couvert de mégots et un odeur envahissant de pisse. Au plafond, un ampoule nue projetait une lumière bleue. Mais les femmes étaient extraordinaires. Et dans leur incroyable costume, elles auraient pu être des stars. J'ai eu envie de connaître ces femmes. Et paradoxalement, la photographie m'en a donné la possibilité. J'étais là où j'ai voulu être, assez près pour toucher la magie. Blondine était le plus magnifique de toutes, avec des énormes seins qui donnaient envie de plonger dedans. Et elle était le seul dans les rues qui travaillait sans un proxénète. Elle était remarquable à tout point de vue. Blondine et les autres sont devenus les sujets de mon premier livre. C'est avec elle que j'ai commencé la photographie. J'ai fini par passer tous les soirs, rester toute la nuit dans cet immeuble pendant 1 an. Je n'ai raté que 3 nuits. C'était mon tout premier reportage. Cette année avec les prostituées m'a beaucoup formé pour mes projets suivants. Comme Madame la ministre a expliqué, j'ai appris la lumière et l'absence de lumière, à être patiente, à ne pas trop demander. J'ai appris à écouter. J'ai appris à être toujours présente, même si les femmes n'étaient pas là, même si je ne pouvais pas compter sur elles. J'ai appris comment ne pas faire de la photo. J'ai appris que c'était moi l'étrangère. C'était moi qui étais demandeuse. À ce titre, je devais respecter mon statut et ne rien attendre des prostituées. Ce qu'elle me donnait était un cadeau que j'avais le privilège de recevoir. Je n'ai pas appris la photographie dans une école, mais en faisant mon travail dans cette maison de passe, à côté des prostituées qui faisaient le beurre. Et cette année, au 19 rue des Lombards, m'a aussi beaucoup appris sur la nature humaine, sur les hommes et les femmes, sur l'argent et le manque d'argent, le pouvoir ou l'absence de pouvoir, et sur la générosité des prostituées. Ça fut une année de rencontres fascinantes, de travail exigeant, celle de mon premier livre, et naturellement l'année de Blondine, une femme extraordinaire avec qui j'ai gardé le contact jusqu'à la fin de sa vie, 38 ans après l'avoir photographiée. Le travail sur les prostituées a été publié en 1980, mais le livre a vite disparu. Pendant presque 30 ans, les photos sont restées mal connues. Jusqu'au 2010, quand les éditions Zabel et Barral ont republié ce travail, mais dans un livre totalement différent, peut-être le plus beau livre que j'ai fait. Je travaille toujours. Je suis toujours en Argentine. Je travaille presque toujours à Londres. J'ai fait 13 livres et un prochain doit sortir en printemps 2024. Mon travail reste engagé quand c'est nécessaire de l'être, comme lorsque j'ai vécu en 1987 avec Jean-Louis. Les 4 derniers mois de sa vie, il a été la toute première personne en Europe malade du sida à accepter de photographier à visage découvert pour la presse. Ou comme les 4 années à photographier les victimes de minauderies personnelles dans les 5 pays les plus infestés. Ou comme les 10 années passées dans les prisons de femmes, dans 9 pays d'Europe et les États-Unis, inclus le couloir de l'amour. Je suis fier qu'avec ce travail sur les prisons, quelques-unes de mes images ont aidé à changer le cours des choses, comme celle de cette détenue accouchant, menottée.
pratique interdite en Angleterre et dans certains États des États-Unis après sa publication, ou comme celle de Gail, 28 ans dans le couloir de la mort, qui a vu sa peine commuée en perpétuité, puis qui a été libéré sous condition après une bataille sans relâche, photo à l'appui. Ou bien les travails faits tout simplement des témoignages, comme avec les prostituées, les enfants aveugles, les légionnaires ou Haïti, 5 années de street photography en couleur, les transgenres de Pigalle ou encore Daria Badante, femme ukrainienne magnifique qui s'occupe des personnes âgées en Italie. Livre récemment publié par le Bec en l'air. La France est mon pays adoptif, adopté, toujours tant aimé. J'ai reçu la double nationalité en 2010. Quand je ne suis pas en reportage, je partage ma vie entre Paris et la Bretagne, avec mon amoureux breton depuis 11 ans. La photo est ma respiration. Je peux compter sur elle. Elle ne me déçoit pas. Elle m'a sauvé à plusieurs reprises et elle continue de le faire. Je ferai des images tant que je pourrai lever le boîtier, marcher, regarder, voir. C'est moi, c'est ce que je suis. Et d'être en éveil avec cette décoration qui reconnaît officiellement toutes ces années de travail acharné et passionnant, et surtout en tant qu'une personne qui n'est pas vraiment française, malgré ma double nationalité, constamment trahie par mon accent non voulu mais toujours là, c'est d'autant plus émouvant pour moi de recevoir cet honneur de la France. Merci beaucoup!